Bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin. Excusez, il faut que je clique sur continuer. Bon, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin on va avoir une heure pour parler des troubles d'apprentissage chez les enfants ayant un trouble de l'autisme. J'ai essayé vraiment d'inclure des stratégies pratiques, des éléments concrets à ma présentation pour que ça puisse vous être utile là, de façon assez concrète. On va avoir, j'ai prévu une heure de présentation et 30 minutes par la suite pour que vous puissiez poser vos questions. Alors, n'hésitez pas à les noter. Je pense que comme on est plusieurs, peut-être que ça va être plus aidant de noter vos questions et à la fin de la session, on reviendra. Comme ça, on va être sûr de passer à travers le contenu. Donc, pourquoi je vous parle d'enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme, juste pour vous faire un petit topo. Alors, moi, j'ai commencé ma pratique comme orthophoniste il y a plusieurs années au sein d'une école spécialisée pour les enfants ayant des troubles neurodéveloppementaux, mais beaucoup, en majorité, avaient un trouble du spectre de l'autisme. Donc, j'ai travaillé avec des enfants d'âge préscolaire, scolaire, des adolescents et par la suite, j'ai travaillé en centre de réadaptation où j'ai vu également des adultes et même des personnes âgées qui avaient un trouble du spectre de l'autisme. Alors, j'ai travaillé quelques années là, dans les centres de réadaptation, toujours auprès de cette population. Et par la suite, j'ai été à l'université où j'enseigne, je fais de la recherche et je continue de voir des enfants, des adolescents, des adultes qui ont un trouble du spectre de l'autisme à la clinique universitaire. Donc, c'est un peu mon expérience. Alors, bon, ça, c'est juste pour vous dire que vos notes, c'est vraiment comme un résumé là, de ce que je vais vous présenter, mais je vous demanderai de ne pas les diffuser à ceux qui n'auraient pas suivi la formation. Donc, le plan de la présentation, on va regarder brièvement les caractéristiques du trouble du spectre de l'autisme, notamment au plan de la communication sociale, du traitement de l'information, la régulation émotionnelle, mais vraiment en lien, comment ça va impacter leur fonctionnement, leurs apprentissages, leur comportement à l'école. Ensuite, on va voir c'est quoi les stratégies gagnantes pour adapter nos enseignements et l'environnement éducatif. Donc, on va donner des exemples d'utilisation de soutien visuel parce qu'on sait que c'est souvent des outils qui sont très appréciés et très aidants auprès de la clientèle qui a un TSA. On va finir avec une synthèse qu'il faut retenir et une période de questions. Donc, peut-être, si vous voulez me répondre dans la conversation, 1, 2, 3 ou 4, quel est votre degré de connaissance sur les TSA? Est-ce que 1, c'est excellent, je suis très à l'aise avec cette population-là, 2, bon, 3, correct, puis faible, je découvre. Juste pour me donner une idée un peu de votre niveau de confort avec cette population-là. Des 3, des 2. 2, 2, 2. Je découvre. 3, 4. Super. 4. OK. Donc, la majorité, je dirais, c'est pas mal correct ou 2. Fait que, merci beaucoup de vos réponses. OK. Super. Alors, ça me donne une idée. Alors, on va passer brièvement sur c'est quoi le trouble du spectre de l'autisme. Alors, on sait que c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc, ce que ça signifie, c'est que c'est vraiment quelque chose qui se passe au plan neurologique et c'est développemental. Ce que ça veut dire, c'est que ces enfants naissent comme ça et que ça va affecter le développement de leur cerveau
Donc, ça va affecter leur traitement de l'information tout au cours de leur vie. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas s'améliorer, qu'ils ne peuvent pas apprendre, qu'ils ne peuvent pas s'adapter? Non. Par contre, il va y avoir des différences au plan de comment leur fonctionnement neurologique se développe. Ça, c'est clair. Et ça se passe avant la naissance. Donc, c'est vraiment quelque chose avec lequel ces enfants naissent. Donc, ils ont vraiment une différence au plan là, du neurodéveloppemental. Par contre, pour l'instant, la recherche, on n'a pas une prise de sang, on n'a pas un test génétique qui permet là, de dire, ah oui, cette personne-là, elle a un trouble du spectre de l'autisme, celle-ci, elle ne l'a pas. On n'est pas rendu là au plan de la recherche. On a identifié certains gènes qui pourraient être associés, mais il y en a plusieurs. C'est une combinaison souvent, ce n'est pas toujours les mêmes. Donc, pour l'instant, comment on pose le diagnostic, c'est vraiment à partir d'observation de leur comportement. Donc, avec les avantages et les inconvénients que ça pose, ça reste que, bien sûr, on a de plus en plus d'outils d'observation. C'est des échelles qui nous permettent de dire, ah, j'observe tel comportement. Et si c'est assez présent, ben, on va dire, ah oui, on va poser le diagnostic. Donc, ce qu'on va aller observer, c'est des déficits persistants dans la communication et les interactions sociales et un caractère restreint des comportements, des intérêts et des activités. Alors, quand on parle de TSA, il faut que ces deux éléments-là soient présents. Donc, vous avez vu, le persistant, il est vraiment en gras. Pourquoi? C'est que pour qu'on parle de TSA, il faut que les déficits soient présents tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours pareils, mais par exemple, un enfant qui aurait des gros déficits d'interaction sociale, de communication à l'école, mais qui, à la maison, tout va bien, bien, ça ne sera pas un TSA. Un TSA, c'est vraiment au niveau, comme on l'a nommé, neurodéveloppemental. Donc, ça va se manifester partout. Par contre, ça se peut que dans certains contextes, avec certaines personnes, il est plus familier, donc ça va aller mieux, ou avec d'autres, c'est plus difficile. Mais il faut savoir que les difficultés vont toujours être là. Donc, c'est présent précocement, comme on le disait, c'est vraiment une différence au niveau de leur cerveau. Donc, c'est là dès la naissance. Par contre, des fois, on va s'en rendre compte plus tard. Surtout chez ceux qui n'ont pas de trouble du langage ou ceux qui n'ont pas de déficience intellectuelle, bien, des fois, c'est à l'école où on va s'en rendre compte quand justement ils vont faire partie d'un groupe qui va avoir plus de demandes au plan social. C'est là qu'on va voir que, oups, il y a vraiment un écart avec ce qu'on observe habituellement. Mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas là avant, mais peut-être qu'on s'en est moins rendu compte. Un autre élément important, c'est que pour vraiment qu'on pose un diagnostic, il faut que l'impact soit significatif au niveau social, scolaire ou professionnel. Alors ça a été ajouté à la définition parce qu'on connaît tous des gens qui sont un petit peu qu'on pourrait dire, ouais, il y a un peu des déficits au plan de la communication, des interactions sociales. Il y a des intérêts un peu particuliers, mais s'il n'y a pas d'impact au plan social, scolaire, professionnel, ben, on ne va pas mettre le diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Donc, ça prend vraiment un impact, des déficits significatifs qui vont affecter le fonctionnement de la personne. Le TSA aussi, il peut coexister avec un retard intellectuel ou un retard global du développement, mais il ne sera pas causé par ça. Donc, ça se peut qu'on ait un trouble du spectre de l'autisme avec une déficience intellectuelle, mais on va vraiment se poser la question à ce moment-là, ce que j'observe au plan de la communication, des interactions sociales, c'est-tu causé par la déficience intellectuelle? Pour dire qu'on a vraiment un trouble du spectre de l'autisme, il faut que ça soit comme une condition qui s'ajoute à la déficience intellectuelle et non pas uniquement causée par ça. Donc,
On a notre grand vocabulaire, trouble du spectre de l'autisme, et ensuite, on a les spécificateurs. Donc, on peut être trouble du spectre de l'autisme avec ou sans trouble du langage. Donc, on a des élèves qui vont avoir un gros trouble du langage en plus de leur TSA. On en a même qui sont non-verbaux. Donc, on peut avoir vraiment là, toute l'étendue au plan du langage. On peut passer de l'enfant complètement non-verbal à celui qui va s'exprimer comme un livre, qui va nous faire des discours avec un vocabulaire super précis. Donc, on a vraiment l'ensemble de tous les déficits ou les forces au plan du langage. Fait que ça va être important de se poser la question, est-ce qu'il y a présence ou pas de trouble du langage? Et il peut y avoir également présence ou non de déficience intellectuelle. Il faut savoir que plus le temps avance, plus on évolue dans nos connaissances, plus maintenant on diagnostique des enfants TSA sans déficience intellectuelle. Alors, possiblement qu'auparavant, ben, ceux qui n'avaient pas de déficience intellectuelle, on les diagnostiquait pas comme trouble du spectre de l'autisme. On disait, ah, ben, il est un petit peu bizarre, il y a des interactions difficiles, mais on n'aurait pas posé ce diagnostic-là. Mais il faut savoir que, comme au Québec, dans nos centres d'intervention précoce pour le TSA, on est rendu à peu près entre 80 et 90% des enfants qui n'ont pas de déficience intellectuelle, qui ont un TSA. Donc, on est passé vraiment de c'était exceptionnel qu'il n'y ait pas de déficience intellectuelle, puis maintenant, c'est l'inverse. On a de plus en plus d'enfants TSA qui n'ont pas de déficience intellectuelle. Donc, un autre élément qui est important, donc quand on pose le diagnostic de trouble du spectre de l'autisme, premièrement, on regarde est-ce qu'il y a des caractéristiques de façon assez importante au plan de la communication, interaction sociale, les comportements. Ensuite, on regarde les spécificateurs, le langage, la déficience intellectuelle. Et ensuite, on va regarder le niveau de soutien requis, donc qui peut être léger, modéré ou intensif. C'est là qu'on a des fois niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ça, c'est le niveau de soutien. Et ça, c'est pas, faut comprendre que c'est pas nécessairement en équation avec, par exemple, la déficience intellectuelle. Il ne faut pas penser que parce que l'enfant a un trouble de langage puis une déficience intellectuelle, automatiquement va avoir besoin d'un soutien intensif. Justement, moi, je travaille des fois avec des adolescents, des adultes, sans trouble du langage, sans déficience intellectuelle, mais qui ont des troubles de comportement importants, qui ne comprennent pas les interactions sociales. Donc, ils vont avoir des comportements qui vont les amener à avoir des problèmes avec la justice. Donc, ils ont besoin d'un encadrement encore plus important que la personne qui a une déficience intellectuelle. Donc, c'est vraiment deux choses séparées, le niveau de soutien avec les capacités de la personne. Et il faut savoir aussi que ça peut varier dans le temps. Ça se peut que le tout petit de 3 ans et demi, ben, il est dans sa famille, puis il se développe bien, puis ben, à ce moment-là, il a besoin d'un soutien léger. Par contre, à l'adolescence, il a développé des troubles du comportement, il a développé de l'anxiété, de la dépression, il a besoin d'un soutien plus intensif. Alors ça, c'est pas figé dans le temps, le type de soutien que la personne va avoir besoin. Donc, quand on parle de déficit persistant dans la communication, l'interaction sociale, comme je le disais tantôt, il faut que ça soit présent dans plusieurs contextes. Donc, encore une fois, si c'est seulement associé à une personne, un contexte, on n'est pas dans le trouble du spectre de l'autisme. On serait plus peut-être dans un trouble psychologique, un trouble de l'attachement, c'est d'un autre ordre, mais il faut savoir que quand on parle de trouble du spectre de l'autisme, c'est un déficit à comprendre ces aspects-là, à traiter cette information-là. Donc, ça va se manifester dans tous les contextes.
Donc, ce qu'on va voir, on va avoir des déficits de réciprocité sociale et émotionnelle. Donc, la difficulté à comprendre ce que l'autre va vivre, l'émotion, l'interpréter et à partager ces éléments-là. Par exemple, un comportement qu'on voit chez le très jeune enfant, on fait des tests où le parent fait semblant dans un contexte prévu, structuré comme ça, fait semblant de se frapper le doigt avec un marteau. Puis on voit assez jeune l'enfant qui va observer ça, on va le voir dans son visage. Son émotion va s'harmoniser, va avoir là, oh, pauvre maman, tu t'es fait mal, puis il va s'approcher pour offrir un réconfort. Puis des fois, chez même des enfants aussi jeunes que 18 mois, on va voir ce type de comportement. Chez les personnes TSA, ce type de comportement va être difficile. Premièrement, parce qu'ils ont de la difficulté à interpréter ces signaux-là. Donc, souvent, leur attention n'est pas portée à observer, par exemple, le visage de l'autre personne, les expressions faciales, sa gestuelle. Donc, ils vont peut-être être plus préoccupés à observer la fenêtre, les poils du tapis. Ils vont être plus préoccupés par des choses sensorielles comme ça. Donc, leur attention est moins portée vers ça. Et même quand elle l'est, ils ont de la difficulté à interpréter et à donner du sens à ça. Donc, ils voient des fois qu'il s'est passé quelque chose, mais ils n'arrivent pas à voir, ah, mais qu'est-ce qu'elle vit, c'est quoi son émotion. Puis là, en plus d'être capable de dire, qu'est-ce que je devrais faire? Vous voyez, il y a vraiment toute une évolution là-dedans, mais souvent, même chez des adultes, ils vont nous dire, on va dire, mais est-ce que tu as vu que l'autre personne était triste? Ils vont dire, oui. Puis, mais c'est comme tu n'as pas adapté ton comportement en fonction de ça, ils vont dire, ben, je ne sais pas quoi faire. Fait que même quand ils voient la partie où j'offre du réconfort à quelqu'un, ça va être difficile pour eux. Puis encore une fois, un élément très important, ce qu'il faut comprendre, c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes, c'est pas parce qu'ils sont égoïstes, c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'empathie, c'est vraiment parce que leur cerveau a du mal à traiter ce type d'information-là. Donc, c'est pour ça qu'on va le voir. Il va falloir leur apprendre à voir ça, à donner du sens à ce type de signaux et à s'adapter à ça parce qu'ils l'ont pas, c'est pas qu'ils ne sont pas capables de le développer, mais chez l'enfant qui se développe normalement, par exemple, il l'a spontanément. On n'a pas besoin de lui apprendre ça. Hein? D'habitude, l'être humain a ça de façon spontanée, naturelle, mais chez les élèves qui présentent un TSA, bien, il faut les aider, il faut rendre ça plus explicite, je dirais. C'est un petit peu comme pour nous l'apprentissage de la lecture. Il y a certains enfants qui l'apprennent de façon autonome et spontanée, mais de façon générale, on doit faire un apprentissage explicite de la lecture parce que ça ne viendra pas tout seul. Mais chez les TSA, c'est un peu le même phénomène. Ils sont capables de l'apprendre, mais il faut leur enseigner. Ça ne viendra pas tout seul. Donc, c'est ça la grosse différence là, au plan de leur développement. Ensuite, on va voir un déficit des comportements puis de la communication non verbale dans l'interaction sociale. Alors, tout l'aspect de dire, bien, si je veux que la personne comprenne que je veux lui parler, il faut que je m'approche, il faut que je la regarde, il faut que je lui sourie. Tous ces éléments-là vont être difficiles aussi pour eux, autant à interpréter qu'à utiliser. Fait qu'on est toujours dans les deux, autant de le comprendre, mais aussi de l'utiliser. Fait que ça va être plus difficile pour eux aussi. Et on voit un déficit du développement, du maintien, de la compréhension des relations. Alors, ce qu'il faut voir là-dedans, ce n'est pas nécessairement qu'ils n'ont pas de relation. Ça, c'est un mythe là, de dire qu'ils ne sont pas. Puis je suis sûre que ceux d'entre vous, là, vous travaillez avec ces enfants-là, vous le savez,
ils en veulent des relations, sont relationnels, mais il y a vraiment des atypies, des choses particulières dans le développement des relations. Ils ont de la difficulté à comprendre aussi. Et ce qu'on va voir, c'est que souvent, c'est présent, mais très immature. Puis ce qui est particulier, c'est que des fois, malgré le fait qu'ils ont des bonnes capacités cognitives ou de langage, comme j'ai un jeune que je suis, il est vraiment, il est rendu en secondaire 5, donc il a 17 ans maintenant. Quand je lui dis, est-ce que tu as des amis? Il me dit, oui, oui, j'en ai. J'ai dit, t'en as combien à peu près? Ben, il dit 25. Je trouvais ça particulier qu'il me donne un chiffre précis comme ça. Je dis, comment ça, 25? Ben, il dit, on est 25 dans ma classe. Alors, vous voyez, quelqu'un de 17 ans, une notion d'amis, que c'est tous les gens dans sa classe, c'est très immature au niveau de la compréhension des relations. C'est un petit peu comme un enfant de maternelle première année nous dirait une réponse comme ça. Les amis, c'est tout le monde dans la classe. Mais à 17 ans, tu n'es pas ami nécessairement avec tout le monde. Fait que c'est pas que c'est complètement absent, mais ça va être vraiment atypique ou immature. Au plan des comportements, ce qu'on voit, c'est que souvent, il va y avoir des mouvements, l'utilisation d'objets ou du discours qui va être répétitif ou un peu particulier, toujours de la même façon. Donc, ils vont avoir comme des rituels. Ils peuvent avoir de l'autorégulation avec des mouvements, comme on parle de flapping des fois qui peut être présent. L'utilisation d'objets peut être particulière. Donc, ils vont, comme on le voit chez les jeunes enfants, ils ne vont pas manipuler les jouets de la même façon. Par exemple, ils vont s'intéresser beaucoup aux petits trous qui tournent. Plutôt que d'utiliser l'auto pour avoir un jeu symbolique, ils vont la tourner, puis ils vont aimer voir tourner les roues. Fait que ça, c'est des signes, des fois, d'une utilisation atypique des objets. On sait que souvent, on va parler de rigidité, mais ils vont avoir souvent, ils aiment beaucoup les choses routinières. Ils n'aiment pas les choses qui changent. Et ça, souvent, on va le voir au plan de l'intervention. C'est un défi pour nous puis c'est le défi de comprendre qu'ils ont besoin de ça parce que, comme on l'a vu, ils ont de la difficulté à comprendre les relations sociales, tout l'environnement, plus social, le contexte. Fait qu'ils aiment les choses qui sont claires, qui sont définies, qui sont pareilles. Par contre, il ne faut pas tomber non plus dans toujours faire exactement les mêmes choses parce que là, on encourage encore plus leur rigidité. Donc, c'est toujours l'équilibre entre les deux, en comprendre que ça les sécurise, mais en même temps, les amener à être de plus en plus confortables dans des choses qui sont changeantes, qui sont nouvelles, qui sont spontanées. On sait aussi qu'ils ont des intérêts souvent restreints et qui sont très intenses. Fait que c'est beaucoup ça, c'est anormaux quant à l'intensité et à la cible. C'est là que, tu sais, ma présentation, j'ai mis des dinosaures. Ils vont aimer les dinosaures, mais ça prend toute la place dans leur vie. C'est vraiment des intérêts très, très présents qui vont faire que, par exemple, ils vont aimer tout ce qu'il y a des dinosaures, mais qui n'aimeront pas la même activité. Par exemple, un bricolage, ils vont le faire s'il y a un dinosaure, mais s'il n'y a pas de dinosaure, ils ne voudront pas le faire. Fait que ces intérêts-là, ça vient vraiment teinter leur performance, leur fonctionnement. Donc, vous allez me dire, il y a plein d'autres enfants qui aiment ça, les dinosaures. Mais oui, c'est comme les jeux vidéo. Hein, les parents qui me disent, ouais, quand je dis est-ce qu'il y a des intérêts restreints, ils me disent, dans les jeux vidéo. Mais là, on va essayer de voir, est-ce que c'est anormal dans l'intensité? Parce que quel enfant n'aime pas les jeux vidéo? Mais quand ça prend vraiment toute la place dans la vie, où ça va être ça va être très pointu, très particulier. Comme par exemple, j'en ai un, il aime les jeux vidéo, mais les jeux vidéo vintage. Fait que, puis il y a tant d'années, là. C'est les jeux vidéo qui datent de 2005 à 2008. Puis, tu sais, c'est toujours un peu
trop intense, trop restreint. Fait que c'est là que ça devient anormal. Un autre point qui est caractéristique aussi, c'est l'hyper ou l'hyporéactivité à des stimuli sensoriels ou des intérêts inhabituels envers les éléments sensoriels de l'environnement. Donc, c'est soit qu'ils vont rechercher beaucoup certains stimuli sensoriels ou au contraire, fait que tout est vécu avec beaucoup d'intensité. Ou au contraire, l'hyporéactivité, c'est que, par exemple, il y en a qui sont hyporéactifs, donc ils vont chercher, eux, des sensations fortes. Donc, ils vont toujours, ça peut être au plan vestibulaire, ils vont tourner sur eux-mêmes, ils vont se frapper la tête même pour se créer des sensations fortes. Alors, souvent, ceux-là sont plus en hyporéactivité sensorielle. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant pour les caractéristiques? Merci à ceux qui me donnent des petits. C'est bon, merci. Là, je vois, parfait. Et il y a plusieurs pouces en l'air. Super, parfait. Fait qu'on continue. Je ne voulais pas justement prendre trop de temps là-dessus. Un autre élément que je trouve vraiment important à mentionner, si vous connaissez une personne TSA, vous en connaissez une. Chaque personne est unique. On dresse des grands portraits, des grands traits, mais comme on l'a vu au niveau de la sensibilité sensorielle, il y en a qui sont hyporéactifs, il y en a qui sont hyper. Il y en a qui adorent la musique, il y en a qui sont intolérants à la musique. Fait que, tu sais, il faut faire attention de ne pas généraliser. Par exemple, de dire, ça se peut pas, cet enfant-là, il ne peut pas être autiste, il a un bon contact visuel. Mais oui, des fois, tu sais, pour avoir le diagnostic de TSA, c'est l'ensemble des comportements qu'on va observer. Fait que ça se peut qu'il y ait un bon contact visuel, par contre, il va y avoir d'autres traits. Fait que chacun a un profil différent en fonction de la combinaison de ces manifestations-là. Fait qu'il faut faire attention vraiment de ne pas généraliser. Et on l'a vu, au plan du langage, au plan cognitif, on a vraiment là, des personnes qui ont beaucoup, beaucoup d'incapacités, alors que d'autres personnes vont avoir énormément de potentiel. Fait que ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Fait qu'il faut vraiment faire attention de ne pas généraliser. Donc, c'est un continuum. Comme on l'a vu, tu peux être atteint de façon très légère, de façon très sévère. Ça peut changer à travers le temps aussi. Et ce que ça veut dire, c'est que ça prend une prise en charge qui est individualisée. Il faut vraiment comprendre chacun de ces élèves-là. Puis, il faut informer les proches et les outiller parce que ce qui est particulier avec le TSA, c'est que nos approches habituelles ne fonctionnent pas toujours. On n'est pas habitué, par exemple, à devoir expliquer que si la personne pleure, c'est parce qu'elle est triste, c'est parce qu'elle a de la peine. Mais ça se peut qu'un enfant TSA, comme il y en a un qui me disait je sais que ça ne va pas bien quand maman elle a les sourcils comme des lignes. Puis là, je dis hein? Puis là, il me dit oui, oui. Puis là, il montrait le visage de sa mère. Tu sais, sa mère était comme fâchée. Ça lui faisait des plis dans le front. Fait que, vous voyez, lui, c'était comme attardé à des symboles comme ça pour essayer de comprendre les émotions. Mais il ne comprenait pas l'émotion de sa mère. Il avait juste associé maman a des plis dans le front. Dans ce temps-là, ça ne va pas bien. Fait que c'est particulier pour nous, puis c'est difficile de comprendre, de dire, mais voyons donc, tu ne vois pas que maman est fâchée, que ce n'est pas le temps de faire ça. Mais non, ça se peut qu'il ne voit pas. Donc, c'est pour ça que c'est important de se parler puis de partager entre nous ce qu'on voit qui fonctionne ou au contraire qui ne fonctionne pas bien avec chacun de ses élèves. On a parlé des traits qui vont nous amener à poser un diagnostic, mais il faut savoir que au-delà de ça, il y a d'autres difficultés qui vont être présentes chez plusieurs personnes TSA. Pas nécessairement chez tous,
mais on va le voir de façon fréquente. Donc, la participation aux activités fonctionnelles de son groupe d'âge va souvent être difficile, des fois plus chez des élèves plus que d'autres, parce que surtout les activités de groupe, c'est vraiment difficile pour eux de comprendre les règles qui gèrent un groupe. Donc, qui fait partie du groupe, qui ne fait pas partie du groupe, qui prend les décisions dans le groupe, tous ces éléments-là peuvent être difficiles. Souvent, ils vont vivre de l'isolement ou un retrait parce qu'ils ont de la difficulté justement à comprendre puis à entrer en relation. Donc, il faut faire attention de ne pas toujours interpréter ça comme étant le signe qu'ils ne veulent pas entrer en interaction. Des fois, c'est vraiment qu'ils ne savent pas comment. Hein, on a des enfants, des fois, qui, dans la cour d'école, on les voit, ils sont au loin, ils trottinent. Puis des fois, tu sais, on a juste à les aider un petit peu, puis ils vont aller jouer au ballon avec les autres enfants. Mais spontanément, ils vont se tenir en retrait. Ensuite, on va voir souvent l'insécurité, l'anxiété. L'anxiété, là, c'est tellement présent chez la majorité des personnes TSA qu'il y a même certains chercheurs qui disent que ça devrait faire partie des caractéristiques. Alors, je ne sais pas si c'est l'expérience que vous vivez avec les élèves que vous connaissez, mais un TSA qui n'a pas d'anxiété du tout, c'est plus l'exception que la règle. Souvent, à cause de leur difficulté de compréhension des situations sociales, leur difficulté de communication, leur difficulté à moduler l'aspect sensoriel, alors souvent, ils vont vivre beaucoup d'anxiété. Fait que ça, c'est important de le savoir et je dirais que c'est un élément clé dans l'intervention de se dire, bien, qu'est-ce qui lui cause de l'anxiété à cet élève-là? Puis au contraire, qu'est-ce qui l'aide? Souvent, ça, c'est vraiment une clé importante pour entrer en interaction avec eux. On a parlé des difficultés de modulation sensorielle. Souvent, ils vont vivre également une maladresse motrice. Alors, on pense que 70 à 75% des personnes TSA ont des difficultés motrices. Des fois, ça peut être au niveau de la motricité fine, comme l'écriture, le bricolage, ces choses-là, ça va être plus difficile. Puis des fois, c'est la motricité globale aussi. Donc, de jouer au ballon, de participer, puis là, en plus, tu sais, quand c'est une activité sportive de groupe, souvent, ils ont des difficultés à comprendre les règles, ils ont de la difficulté au plan des interactions sociales, puis en plus, ils ont des difficultés motrices. Alors, souvent, ça rend ces activités-là difficiles. Rigidité face au changement, on en a parlé, puis on va voir tantôt des stratégies. Il faut savoir que la grande majorité des personnes TSA ont des problèmes de sommeil. Alors, encore une fois, c'est important de, si on s'inquiète de voir, mais je ne sais pas, cet enfant-là, il a l'air toujours fatigué ou bien ça se peut fort bien qu'il ne dorme pas bien. Alors, on a de ces enfants, ça leur prend énormément de temps à s'endormir, surtout ceux qui sont hyper réactifs au plan sensoriel. Donc, le moindre, le petit frottement du drap sur leur peau, ça les réveille. Le bruit, ça les réveille. Les odeurs les réveillent. Alors, ça va être vraiment difficile pour eux de réussir à s'endormir. Et il y en a d'autres qui vraiment, ils vont avoir des périodes de réveil plusieurs fois durant la nuit. Des parents, des fois, qui nous rapportent, bien, ils se réveillent à 3 heures, puis il s'est rendormi vers 7 heures ce matin. Fait que c'est sûr que cet élève-là, le lendemain en classe, bien, ça se peut qu'il ne soit pas super performant. Fait que de s'habituer à poser ces questions-là aux parents, parce que ce que j'ai observé aussi, c'est que souvent les parents sont tellement habitués de vivre ça qu'ils ne pensent même plus de nous le partager. Moi, il y a une maman, une fois, qui m'avait dit il y a 12 ans, moi, ça fait 12 ans que je n'ai pas fait mes nuits. Il se réveille 3-4 fois chaque nuit. J'étais découragée. Je trouvais que cet enfant-là, il était un peu fébrile et il avait du mal à se concentrer. Là, j'ai compris pourquoi.
Puis j'ai compris pourquoi cette maman-là avait l'air souvent aussi au bout du rouleau, là. Fait que ça, c'est très, très fréquent, le sommeil, que c'est problématique. Ils ont aussi, je me doute que vous le savez, ils ont souvent des problèmes d'alimentation. Alors, soit que on parlait des intérêts qui sont intenses et limités, on va le voir des fois au plan de l'alimentation. Et en plus, il y a tout l'aspect sensoriel qui vient jouer. Alors, il y en a qui vont manger, par exemple, juste des choses qui goûtent presque rien. Du pain blanc, des pâtes sans sauce, parce qu'ils sont hyposensibles à tout ce qui a du goût. Ils aiment les choses très... il y a la rigidité qui vient entrer là-dedans aussi. Donc, ils vont manger un type de céréales dans son bol bleu le matin. Si le bol bleu n'est pas disponible, ben là, il ne voudra pas manger. Donc, des associations rigides comme ça autour de l'alimentation. Ou au contraire, d'autres qui vont être... qui peuvent avoir des comportements qu'on va appeler de pica, qui vont manger n'importe quoi, même des choses non comestibles. Donc, ils cherchent des stimulations, ils cherchent des goûts forts. Fait qu'on a toujours ces deux pôles-là. Soit ils refusent les stimuli, qui ça va être très, très limité, ou au contraire, qui vont être à la recherche de sensations fortes. Alors, ça aussi, ça peut venir jouer sur leur performance, sur leurs apprentissages. Hein, l'enfant qui mange presque rien ou qui ne mange pas de fruits, pas de légumes, parce qu'il y a trop de textures différentes, mais c'est sûr qu'il va avoir des carences au plan alimentaire. Au plan de la communication sociale, là, je vais vous faire un bref résumé parce qu'on pourrait en parler pendant des jours et des jours, mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que de façon vraiment fondamentale, le TSA a de la difficulté à comprendre les symboles, à donner du sens à des symboles. Alors, là, le langage, c'est un symbole. Hein, de dire que, comme, vous voyez, la tasse, vous ne la voyez pas bien, mais que moi, j'appelle cet objet-là une tasse, c'est un symbole. Si je parle anglais, je vais dire cup. Si je parle une autre langue, je vais utiliser un autre symbole. Je peux avoir une photo de la tasse, je peux avoir un pictogramme, mais le TSA va affecter cette capacité-là à donner du sens au symbole. Alors là, on a parlé d'un symbole très concret, mais il y en a chez qui ça va être vraiment quand on est dans des symboles plus abstraits. Comme par exemple de dire, ben, est-ce que c'est quoi le concept de l'amitié? C'est quoi la compassion? Ça va être vraiment difficile pour eux de comprendre ça. Mais ça va être même des symboles comme, ben, c'est la Saint-Valentin, on se donne des cœurs. Ben, on prend pour acquis encore une fois que nous, on a de la facilité à comprendre les symboles. Mais souvent, les personnes TSA ne comprennent pas bien c'est quoi le sens de ça, pourquoi, puis ils ont de la difficulté à comprendre l'utilisation de ces symboles-là. Fait que ça, bien sûr, ça va affecter beaucoup tout l'aspect du langage, mais également l'aspect du jeu. Alors, souvent, c'est des enfants qui ont de la difficulté avec le jeu symbolique. Ils sont très concrets, très littéral. Alors, on va le voir aussi dans leur langage. Tu sais, les métaphores, de dire « je t'aime gros comme le ciel », ils vont dire « ben voyons, tu sais, le ciel, c'est pas gros ». Ou, tu sais, tout ce qui est plus abstrait, symbolique, ça va être vraiment plus difficile pour eux de comprendre ça. Donc, comme je vous disais, ben, les TSA verbaux, ben, ça va être plus les farces, l'ironie, les métaphores. Par exemple, si on dit un enfant arrive avec un chandail, des vêtements tout sales, on lui dit « Ouais, t'es propre aujourd'hui », mais il ne va pas comprendre le sarcasme. Il va prendre ça au pied de la lettre. Donc, ça, c'est vraiment caractéristique là, de leur communication. On sait également
que tout ce qui a trait aux habiletés conversationnelles, les habiletés narratives, donc d'être capable d'avoir une conversation, de raconter quelque chose, ça va être vraiment difficile pour eux d'apprendre et à utiliser ces moyens-là, comme par exemple, juste comment on commence une conversation, comment on la maintient, comment on la termine. Alors, souvent, ils vont être inappropriés. Et souvent, c'est en lien avec leur sujet d'intérêt, par exemple. Comme s'il s'intéresse beaucoup aux autos, bien, il va aborder toutes les personnes en disant « Hey, toi, c'est quoi ta marque d'auto? As-tu une Toyota ou une Nissan? » Puis, toutes les questions, les conversations vont tourner autour de leur sujet de conversation. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de réciprocité souvent dans les conversations. Donc, ça va être difficile souvent de maintenir un sujet ou de suivre la conversation de quelqu'un d'autre. Ils ont de la difficulté à comprendre et à utiliser des concepts sociaux ou émotionnels. Donc, ils vont souvent avoir des descriptions très concrètes, mais ce n'est pas c'est de dire, bien, par exemple, parle plus doucement. Ça va être difficile à comprendre pour eux. Qu'est-ce que tu veux dire par, premièrement, parler doucement? C'est un peu métaphorique. Puis, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Fait que souvent, on doit être très, très concret avec eux. Donc, ce qu'on va voir aussi, c'est que souvent, ils ont de la difficulté à s'exprimer quand ils vivent des émotions négatives. On a parlé d'anxiété. Alors, d'exprimer des frustrations, des demandes d'aide, d'exprimer qu'ils sont tristes, ça va être difficile et souvent, bien, ça va être fait de façon plus comportementale. Fait que souvent, les problèmes de comportement, on se rend compte que c'est souvent à la base des problèmes de communication. Soit qu'ils n'ont pas bien compris qu'est-ce que l'autre veut, puis ils n'ont pas été capables d'exprimer non plus, qu'ils n'ont pas compris, qu'ils sont inconfortables, alors souvent, ils vont faire des crises. Et souvent, ils vont être beaucoup plus portés à utiliser le langage pour faire des demandes très concrètes, des demandes d'objets, des demandes d'activités, mais faire des commentaires de dire « Hey, wow, c'est beau! » Ça, pour eux, c'est plus difficile parce qu'ils comprennent moins c'est quoi le but de ça. Encore une fois, parce qu'ils ont du mal à traiter l'information cognitive. Donc là, je vois le temps qui passe. Je vais essayer d'aller plus vite pour qu'on arrive aux stratégies concrètes. Au plan du traitement de l'information, ce que je veux vous dire qui est vraiment important. Donc, un des éléments importants en TSA, on va appeler ça la théorie de l'esprit, c'est la capacité à se mettre dans la perspective de l'autre. Alors ça, c'est toujours difficile pour eux. Et ça va entraîner plein de problèmes au plan social, bien sûr, mais même au plan cognitif aussi. Donc, encore une fois, de comprendre que l'autre personne n'a pas nécessairement la même idée que moi au même moment, qu'elle ne sait pas les mêmes choses que moi. Fait que ça, souvent, ça va créer qu'ils ne nous mettent pas en contexte, ils ne nous donnent pas assez d'informations, ils ne comprennent pas la perspective de l'autre personne. Fait que ça, de vraiment comprendre que l'autre peut penser différemment que moi, peut aimer autre chose que moi, pour eux, c'est souvent très, très difficile à comprendre. Et ça, bien sûr, bien, ça va être difficile pour eux de comprendre soit un discours, mais aussi comme une lecture. De comprendre, par exemple, si dans le livre ou le texte, l'enfant aime les spaghettis, puis qu'eux n'aiment pas ça, bien, ils peuvent bloquer là, puis pas comprendre parce que ça se peut pas pour eux que tu aimes ça, les spaghettis, parce que moi, j'aime pas ça. Donc, vous voyez, ça va même affecter leur compréhension de matière plus académique aussi. Donc, ça va les amener à avoir une tendance à voir les choses en blanc ou noir. C'est bien ou c'est mal. Tu sais, c'est comme soit qu'ils sont bons ou ils sont complètement nuls. Alors, souvent, ils n'ont pas de nuance. Souvent, notre intervention va viser
à leur faire voir différentes alternatives, les différentes nuances aussi. Tu peux être un petit peu en colère ou très en colère, mais tu n'es pas obligé toujours d'être, ils vivent une petite frustration, tout de suite, là, c'est comme, le summum de la colère. Donc, souvent, les nuances, ça va être plus difficile pour eux. Une interprétation littérale des comportements. Par exemple, c'est la fin des classes, tout le monde sort vite dans le corridor, puis il y a quelqu'un qui te pousse. Bien, c'est accidentel, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est pas intentionnel, il n'a pas voulu te faire mal, il ne veut pas se battre. Fait que de comprendre le contexte puis donner du sens, ça, c'est souvent difficile. Fait que souvent, il faut les aider. Fait que autant, des fois, ils vont interpréter des comportements qui ne sont pas agressifs comme étant des comportements agressifs, mais à l'inverse, ils peuvent être très vulnérables aussi parce qu'ils ne vont pas voir qu'ils sont victimes d'intimidation. Ils vont dire non, mais il veut jouer avec moi. Comme j'avais une petite fille, 6e année, les autres enfants la faisaient faire le chien. Ils la faisaient marcher à 4 pattes puis manger du gazon. Puis elle s'en rendait pas compte. Elle disait, ben, ils jouent avec moi, c'est mes amis. Fait que vous voyez, ça a des impacts même sur leur... fait qu'ils peuvent être très vulnérables là, par rapport à ça. Il faut faire attention à ces aspects-là aussi. Souvent, on va voir des déficits des fonctions exécutives. Donc, difficulté à planifier, c'est ce que je veux faire, voici mon but, voici mon plan, puis comment je vais l'exécuter. Alors, des fois, ils ont des idées, mais puis ça, c'est pas propre au TSA. On le voit aussi chez des enfants qui ont un TDAH, chez d'autres enfants qui ont un trouble d'apprentissage, mais c'est également très présent chez les enfants qui ont un TSA. Donc, des fois, ils ont vraiment une idée, mais ils n'arrivent pas à s'organiser pour l'exécuter. Alors, c'est pour ça qu'on va viser beaucoup l'autonomie chez les enfants TSA. Puis des fois, on a comme le goût vraiment de les prendre en charge et de tout faire pour eux. De les organiser parce que c'est tellement long, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit travailler pour qu'ils deviennent de plus en plus autonomes par rapport à ça. La régulation émotionnelle, c'est souvent un gros défi pour ces enfants. Donc, de rester dans une zone, je vais vous l'illustrer avec ma prochaine diapo, de rester dans une zone de confort, de disponibilité optimale pour apprendre. Alors, c'est des enfants, à cause de leurs difficultés neurologiques, c'est vraiment au niveau de leur... C'est viscéral, c'est leur fonctionnement neurologique qui crée ça. C'est des enfants qui ont de la difficulté à moduler leur état d'éveil. Fait que soit qu'ils sont souvent comme agités, fébriles, donc super nerveux, ou au contraire, trop amorphes, endormis, donc moins d'activité. Je ne sais pas si vous avez en tête des idées d'élèves. Des fois, on en a qui sont tout le temps comme trop agités, qu'il faut toujours calmer, ou à l'inverse, on en a qui sont vraiment comme, il faut toujours les pousser pour qu'ils se mettent en action. Alors, puis en plus, on a souvent aussi des enfants, des élèves TSA qui passent de un à l'autre. Il faut savoir que c'est vraiment difficile comme c'est ça pour eux de rester dans cette zone de confort, de disponibilité. Par exemple, il y a un son qui les dérange en classe, bien, ils vont devenir vraiment agités. Là, ils ne sont plus capables de se concentrer. Donc, ils sont beaucoup plus fragiles aux stimuli qui va leur faire perdre leur régulation. C'est plus difficile pour eux aussi de revenir dans cette zone de confort quand il y a eu une perte de régulation. Et c'est difficile pour eux de moduler. Par exemple, l'enfant TSA qui a été à la récréation, qui a couru, qui a tourné, qui a fait plein de mouvements, on lui demande « OK, maintenant c'est fini, tu reviens en classe, tu t'assois ». De passer de là à une zone plus calme, souvent ça va être très, très difficile pour eux. Alors, ces transitions-là
souvent, c'est plus difficile, c'est plus lent. Donc, souvent, notre intervention auprès d'eux vise beaucoup à les aider à se réguler pour qu'ils restent dans leur zone de confort. Donc, essayez de voir, c'est souvent en lien avec des stimuli sensoriels. Qu'est-ce qui crée, qui sort de sa zone de confort? C'est-tu quand il y a trop de bruit? C'est-tu le toucher? C'est-tu les odeurs? Puis au contraire, qu'est-ce qui l'aide? Est-ce que ça l'aide à avoir une veste lourde? Est-ce que ça l'aide à pouvoir manipuler quelque chose pendant qu'il écoute? Ça va l'aider à rester dans sa zone optimale. Alors, ça, c'est vrai pour tous les enfants, vous allez me dire, là, mais c'est encore plus vrai pour les élèves TSA parce qu'ils sont beaucoup plus, ce qu'on sait là, c'est que leur zone de confort, elle est beaucoup plus mince, plus étroite. Donc, c'est plus difficile pour eux de rester là-dedans, puis ils en sortent beaucoup plus facilement. Fait que vraiment, essayer de comprendre notre élève, puis de dire, ah oui, lui, il est tout le temps comme trop agité. Lui, au contraire, il fluctue de un à l'autre. C'est les transitions qui sont difficiles. Mais de comprendre ça, c'est souvent là, une clé très importante pour notre intervention. Ce qu'on sait aussi, c'est que supposons que je parle d'une perte de régulation, ça peut être une crise, par exemple, ou une désorganisation. Bien, qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui a déclenché? C'est quoi les éléments que j'ai pu observer avant la crise? C'est-tu toujours les mêmes? On peut-tu faire des constats ou est-ce que c'est quand il est dans un endroit où il y a trop de bruit? C'est quand il y a trop de monde, quand il se fait toucher, quand la tâche est trop difficile, quand je lui demande de travailler sur un sujet qu'il n'aime pas. Donc, ça va nous aider à identifier qu'est-ce qui va déclencher pour être capable d'identifier, bien, c'est quoi les stratégies que je peux mettre en place, justement. Je sais, là, il s'en va dans le gymnase, il n'aime pas les activités motrices, il n'aime pas le bruit. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour le préparer pour que ça se passe mieux? Est-ce que je peux, par exemple, faire en sorte qu'une petite balle qu'il aime, qu'il peut manipuler pendant qu'il va au gymnase? Est-ce que je peux lui donner 5 minutes de plus de transition? Est-ce que je peux lui indiquer sur un horaire qu'on s'en va dans le gymnase? Est-ce que je pourrais lui permettre, par exemple, d'avoir des coquilles sur ses oreilles qui coupent le bruit? Donc, vous voyez, on va identifier les éléments difficiles puis les stratégies. Maintenant, on va identifier également qu'est-ce qui se passe pendant une crise. Qu'est-ce qu'il fait? Il pousse, il crie, il se jette à terre ou au contraire, il se retire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Puis, c'est quoi, encore une fois, qu'est-ce qui va l'aider? Et souvent, ce n'est pas du tout les mêmes stratégies avant et pendant. Souvent, quand ils sont en crise, ce qu'on va faire beaucoup, c'est diminuer le plus possible les stimuli parce que là, leur système nerveux est vraiment surchargé. Donc, on ne leur parle pas, on diminue la lumière, on diminue les stimuli, on les laisse s'apaiser. Et après, bien, qu'est-ce qui aide après? Combien de temps ça lui prend avant de retrouver son calme, qu'il soit capable de participer aux activités? Puis des fois, c'est juste ça notre objectif. Des fois, là, j'en ai, puis je suis sûre que vous en connaissez aussi, là, des parents qui me disent, bon, là, ce matin, là, il manquait un morceau à son casse-tête, sa journée est fichue, là. Il ne sera pas capable toute la journée de se réguler. Et ça c'est un gros impact sur son fonctionnement. Donc, un enfant comme ça, ben, on va viser à ce qu'il soit capable de vivre des petites frustrations sans que ça prenne 3 heures avant qu'il soit capable de revenir au calme. Puis souvent aussi, on va se rendre compte que le défi qu'on a, c'est que ça leur prend du temps après, puis qu'ils ont vraiment besoin d'un environnement calme pour revenir. Donc, souvent, on se dit, OK, bon, la crise est finie, là, tu reviens en classe, tu participes. C'est trop, puis là, ils reviennent en crise. Ils n'ont pas eu le temps encore. Ils ne sont plus en crise, mais ils ont besoin d'un temps
par exemple, de faire un casse-tête, faire un dessin, un petit temps tout seul avant qu'il soit capable de revenir en groupe, participer aux activités. C'est vraiment d'identifier ces éléments-là, puis identifier les stratégies qui fonctionnent. Donc, on l'a vu, les stimuli sensoriels souvent sont très importants. Donc, il y a le visuel, l'auditif, le tactile, le toucher. Mais le tactile aussi, c'est aussi les textures. Le vestibulaire, c'est le mouvement. Alors, il y en a qui aiment beaucoup le mouvement, ça va beaucoup les aider. Puis, au contraire, il y en a d'autres que ça va complètement les désorganiser. Fait que d'observer ces choses-là, puis de dire, OK, est-ce que ça l'aide ou pas? Le proprioceptif, c'est les pressions profondes. C'est la capacité à sentir où mon corps se situe. C'est les percepteurs de gravité qu'on a dans nos articulations. Alors, des enfants qui ont besoin qu'on leur fasse des pressions sur la tête, qui vont mâcher des choses dures aussi, ça donne de la proprioception et c'est souvent très calmant pour ces enfants. L'interoception, c'est la perception de tous les stimuli internes, la perception de la faim, la perception, fait qu'il y en a chez la soif, la faim, la douleur, c'est toutes c'est comme le tactile, mais interne. Alors, on sait qu'il y a certains enfants TSA qui sont très, très sensibles. Ils ont un petit peu faim, ça y est, ils ne peuvent plus fonctionner. Un petit peu soif, c'est la fin du monde. Alors que d'autres vont vraiment être hyporéactifs et ils vont avoir faim, vont avoir soif, ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne boiront pas si on ne leur dit pas de boire. Ils peuvent se geler, ils ne s'en rendront pas compte. Alors, ils peuvent avoir beaucoup de douleur, ils ne manifesteront pas. Fait qu'on a vraiment, encore une fois, ces deux pôles-là. Fait que ça, c'est des stratégies, mais ça, je vais passer plus rapidement. Alors, ce que je vais aller, vous avez des notes de toute façon, mais au plan académique, ce qu'il faut savoir, c'est que leur force, parce qu'ils ont vraiment des belles forces, souvent au plan académique, c'est tout ce qui est mémoire. Ça, ils sont super bons. Toutes les associations, la mémoire, apprendre des choses par cœur, refaire les mêmes choses, ça, ils sont très bons. Même le langage, comme le vocabulaire, souvent, ça peut être une belle force. Mais leur défi, ça va être vraiment tout ce qui est plus abstrait, complexe, tout ce qui est plus social, donc les aspects d'utilisation, donc donner du sens, la compréhension de texte, ça va être plus difficile. Vous voyez, l'orthographe, le calcul mathématique, ça peut être des belles forces, mais résolution de problèmes, compréhension de texte, écrire un texte, ça va être difficile parce que c'est plus complexe pour eux. Puis je finirai peut-être, si vous me permettez, je vais aller au plan des stratégies. Fait que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment utiliser du visuel parce qu'on l'a vu, c'est difficile pour eux d'avoir une image mentale, tout ce qui est plus abstrait, plus symbolique. Alors, des tableaux de choix, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme activité? Qu'est-ce qu'ils pourraient choisir? Souvent, ils vont nous dire, j'ai pas d'idée, je ne le sais pas. Fait que d'illustrer les choses qu'ils pourraient faire, ce qu'ils pourraient dire. Ensuite, prévoir les imprévus. Souvent, on l'a vu, ils ont une rigidité, ils aiment que les choses soient pareilles. Alors ça, c'est souvent des symboles, par exemple, qu'on va associer. Ah, ça, c'est une surprise. Alors, on leur montre, aujourd'hui, il va y avoir une surprise. Puis au début, bien sûr, ça va être des bonnes surprises. Hein, la surprise, c'est « Ah, on mange la crème glacée » ou pour qu'ils associent tranquillement la notion de surprise puis qu'ils apprennent à apprivoiser ça. Parce que ça, c'est souvent quelque chose qu'il faut travailler avec eux. Et il y a la notion de changement aussi. Mais de l'illustrer. Là, on va faire une activité aujourd'hui, il y a un changement. Puis là, on l'illustre toujours avec ce picto, par exemple.
De dire, ah, aujourd'hui, ben, on n'ira pas dehors parce qu'il pleut. Fait que la récréation, ça va être dans le gymnase. C'est un changement. Fait que ça les aide à mieux comprendre ces éléments-là et mieux se préparer parce que c'est vraiment difficile pour eux d'anticiper. Ensuite, de vraiment les accompagner dans le processus de résolution de problèmes pour promouvoir leur autonomie. Donc, de dire, ben, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui s'est passé? On essaye de comprendre comment on analyse, c'est quoi nos idées pour essayer de résoudre le problème. Puis souvent, une des difficultés qu'ils vont avoir, c'est qu'ils ont souvent une pensée très associative A égale B. Ils ont de la difficulté à avoir différentes alternatives. Par exemple, j'ai un problème, bien, la solution, il y en a juste une. Alors, souvent, avec eux, il faut travailler. OK, si celle-là ne marche pas, ça serait quoi l'autre alternative? Puis ça, c'est vrai dans tout. Comme une pomme, pour eux, ben moi, je mange compote de pommes. On peut faire de la tarte aux pommes. Donc, toujours essayer d'élargir leur pensée. Ensuite, ben, c'est quoi le plan qu'on va faire pour réaliser? Puis comment on va reconnaître qu'on a réussi? Souvent, on le sait que ces élèves aussi ont de la difficulté à s'auto-évaluer. Soit qu'ils ne voient pas leurs difficultés, ou soit que si ce n'est pas parfait, ils se trouvent complètement nuls puis ils ne veulent plus le faire, ils ne veulent plus essayer. Fait que souvent, il faut les aider à voir, bien, ça, est-ce que tu trouves que c'est bon? Qu'est-ce qu'il y avait de bon, puis qu'est-ce qu'il y avait à améliorer? Mais de développer cette capacité-là à évaluer ce qu'ils ont fait, puis est-ce que ça a bien fonctionné ou pas? On parlait de générer des alternatives. Fait que vous voyez, quand j'ai besoin d'aide, je peux demander à un ami, lever ma main, relire la question, aller voir Madame X. Mais il y a différentes alternatives pour un même problème. Ce n'est pas toujours la même chose. Ou par exemple, quand je veux dire bonjour à quelqu'un, je peux faire ci, je peux faire ça. Souvent, ils ont juste une façon de faire. Fait que d'élargir leurs horizons, c'est souvent là quelque chose d'important à faire avec eux. Là, si vous me permettez, je vais juste vous présenter des exemples de soutien visuel, puis après ça, on va aller à la période de questions. Alors, souvent, les horaires vont être très efficaces avec ces enfants parce qu'ils ont de la difficulté, on l'a vu, à anticiper, à voir ce qui s'en vient, à résoudre les problèmes. Donc, quand ils voient ce qui s'en vient, souvent, ça diminue beaucoup leur anxiété. Donc, il y a différentes formes d'horaires. Vous voyez ici, ça, c'est la routine du matin. Ça, ici, c'est les activités qu'on va faire en classe. Alors, souvent, ça va vraiment les aider à mieux gérer là, leur anxiété et à devenir plus autonomes aussi. Les scénarios sociaux, par exemple, ça, c'est un exemple de scénario social pour l'exercice d'incendie. Alors, un scénario social, c'est comme une petite histoire pour les aider à se préparer à une situation. Alors, vous voyez l'exercice d'incendie. À l'école, il y aura bientôt un exercice d'incendie. Il n'y a pas de feu pour vrai, c'est pour se pratiquer. Fait que quand il y a un exercice d'incendie, des fois, ça fait beaucoup de bruit. Fait que, vous voyez, on les prépare psychologiquement parce que, par exemple, on sait que cet enfant, il a de l'hypersensibilité auditive. Qu'est-ce que je peux faire? Bien, tu peux te boucher une oreille, tu peux donner la main à madame que son éducatrice connaît bien. Tu dois rester calme et écouter ce qu'on va te dire. Donc, après ça, on va aller dans la cour d'école et ça se peut qu'il y ait des pompiers qui viennent. Tu peux voir des pompiers, tu peux voir le camion de pompiers et madame telle va te dire quand tu pourras revenir dans la classe. Et
Si tu fais tout ça, on va être fiers de toi. Alors, vous voyez, ça les prépare. Ils voient qu'est-ce qui va se passer, comment ça va finir. On inclut des émotions. On va être fiers de toi. Toutes les choses, quand je vous disais qu'il faut leur enseigner, des choses qui, d'habitude, sont acquises spontanément par les enfants, c'est ce type de stratégie d'enseignement dont je veux parler. Des exemples de cartes mentales. Ici, par exemple, on a le concept de pizza. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la pizza? Puis on va l'illustrer. La pizza, c'est faite avec quoi? Comment on peut faire chauffer une pizza? On peut la faire au four, on peut la faire au micro-ondes. Vous voyez, souvent, ça les aide à avoir une image plus large et on pourrait faire ce type d'exercice, par exemple, avant de faire une activité, avant de faire de la pizza pour vrai, mais avant d'écrire un texte sur la pizza, avant qu'ils puissent participer à un échange où on va parler de la pizza et ils pourraient après avoir ça comme aide-mémoire. Ça les aide éventuellement à mieux organiser leurs idées dans leur tête et à penser à plus d'alternatives. Ça, c'est des genres de stratégies qui vont aider beaucoup. On voit ici, on a un autre exemple de carte mentale, mais ici plus au plan de la grammaire. Alors, encore une fois, on illustre visuellement des choses qui sont plus symboliques, plus abstraites. Donc, l'idée, c'est toujours de rendre plus visuel, plus concret, des concepts qui sont plus abstraits. Planifier le temps, ça peut être avec des outils comme ça aussi, des time timers, où l'avantage de ça, c'est qu'ils voient vraiment le temps qui reste. Ils voient le temps qui s'écoule, ça leur permet de se préparer. Il y a les sabliers comme ça, il y a même des petites montres avec un... Souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que les TSA, encore une fois, ils ont du mal à concevoir le temps, c'est plus abstrait. Alors, de voir le temps qui s'écoule, c'est pour ça que c'est aidant. Structurer l'environnement. Alors, on va essayer le plus possible d'organiser pour que ça soit clair pour eux, bien, sont où les choses. Alors, vous voyez, il y a des pictogrammes ou des mots écrits pour que chaque bac, il sache qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Il y a des, excusez, il y a des aires dans la classe. Comme ça, c'est une aire où on va travailler tout seul. Ici, on travaille plus en groupe. Ici, c'est la période de jeu. Ici, c'est plus la lecture. Tout ça, ça va les aider justement. Pour eux, c'est des choses qui vont les sécuriser. Ils n'auront pas à réfléchir tout le temps à dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans cet environnement-là. Encore une fois, on peut regarder, c'est vrai que c'est super bien structuré au plan visuel. Par contre, ça pourrait être pour certains élèves vraiment trop surchargé. Un élève qui est très dérangé par les stimuli visuels. C'est toujours l'équilibre entre... puis comme je vous dirais, c'est vraiment de l'observation. Toujours se poser la question, ça aide-tu, oui ou non? Donc, attention de ne pas surcharger l'environnement. Je vais finir avec ça. Une autre stratégie qui est de plus en plus utilisée en TSA et qui fonctionne vraiment bien, c'est la modélisation vidéo. Alors, on va filmer le comportement qu'on veut que l'enfant ait. Par exemple, on veut qu'il range son manteau quand il arrive. On veut qu'il dise bonjour. On veut qu'il demande à un ami quand il a besoin d'aide. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filmer soit l'enfant quand il le fait, s'il le fait de temps en temps, mais pas tout le temps, ou ça pourrait même être un autre enfant, et on va demander à l'enfant de visionner cette séquence vidéo-là, et ça fonctionne vraiment bien. Le fait de le voir en mouvement, donc ce n'est pas une photo, c'est vraiment une vidéo. On sait, puis l'enfant peut observer ce comportement-là alors qu'il est calme, qu'il est plus disponible. Bien, surprenamment, ça fonctionne et on a vu que, bien, après coup, l'enfant, il va le faire, le comportement. Parce que vu dans quel contexte il fallait qu'il le fasse,
il a vu. Fait que ça, c'est une stratégie qui peut être vraiment gagnante pour certains apprentissages qu'on veut leur faire faire. Fait en gros, je vous dirais, ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est un trouble neurologique, c'est pas de leur faute. Ils ont vraiment besoin d'aide pour comprendre les attentes sociales. On doit leur expliquer concrètement, avec du visuel, des choses le plus concret possible, individualiser l'intervention, observer ce qui ne fonctionne pas, ce qui leur cause l'anxiété ou pas, puis de moduler l'environnement pour chacun de ces élèves pour faire en sorte qu'ils soient le plus disponibles aux apprentissages. En gros, c'était mes messages clés. Je m'excuse si je vous ai bombardé de plein d'informations en peu de temps. Fait que je vais arrêter de partager pour que vraiment on puisse maintenant avoir une période de questions. Et nous avons 59 participants présentement en ligne. Donc, est-ce que vous vous sentez à l'aise, Julie, s'ils utilisent leur microphone? Oui, tout à fait. Je pense que ça va être la solution la plus facile. Excellent. Donc, vous avez le bouton réaction en bas de votre écran. Vous avez levé la main dans le bouton de réaction. Et si vous avez une version plus ancienne de Zoom, je le rappelle, le bouton lever la main est dans la fenêtre participants. Donc, si vous avez des questions, c'est le temps. Peut-être aussi si vous voulez écrire la question dans le clavardage. Jusqu'à maintenant, c'est très calme. Pas de questions? Même pas dans le clavardage. Ah, comment peut-on impliquer les autres élèves? OK, là, on commence à en avoir. Donc, comment on fait pour aider les enfants avec le spectre de l'autisme à intégrer un groupe d'amis et se faire accepter? C'est une bonne question. Alors, souvent, ce qu'on va faire, c'est de les préparer à l'avance. On va essayer de limiter les choses qui peuvent les stresser. Donc, de choisir un jeu qu'ils connaissent, de choisir, on va le préparer avant, on va expliquer les règles, par exemple. On pourrait jouer déjà avec eux avant. Donc, on essaie d'éliminer les éléments stressants. On sait que quand c'est nouveau pour eux, c'est plus difficile. Donc, ça pourrait être une bonne stratégie. On peut choisir aussi des jeux qui font partie de leur champ d'intérêt. Donc, s'ils aiment beaucoup je ne sais pas moi, un personnage, là, on va l'intégrer dans le jeu, tout ça. Ça aussi, ça va aider. Puis je dirais, ce qui est important aussi, fait qu'on a vraiment un travail à faire auprès de l'élève, mais auprès des autres. Alors, souvent, au début, on va essayer d'essayer de maximiser nos chances. On va choisir d'autres élèves qui ont une sensibilité, qui ont déjà une belle approche avec ces élèves-là, parce que l'idée, c'est de lui faire vivre un succès. Alors, souvent, on peut choisir un ou deux autres élèves, pas un gros groupe. On va cibler là, des élèves avec ça va être plus facile et on va coacher tout le monde. On va être présent, puis si par exemple, comme je disais, l'enfant s'approche, l'enfant TSA s'approche, mais il n'intègre pas le jeu. Là, on va coacher un petit peu un autre élève de dire, peut-être que si tu vas le voir puis tu lui dis, veux-tu venir jouer au ballon, peut-être que ça va aider. Fait qu'au début, d'assurer comme un soutien, une surveillance, un coaching, puis après ça, on va essayer le plus possible de se reculer pour qu'ils deviennent plus autonomes entre eux. Fait que ça peut être, puis tu sais, ce qu'on vient de parler, le vidéo, pour comment s'intégrer dans un groupe, comment demander aux autres amis, est-ce que je peux jouer avec toi? Ça, des fois, ça peut être des stratégies qui peuvent être aidantes aussi pour travailler ces aspects-là. Une autre idée que je pourrais, souvent, ça va être plus facile. Ce qui est difficile pour les élèves TSA souvent, c'est des jeux où c'est moins organisé. Alors, souvent, de commencer avec des jeux, des activités où les rôles sont bien définis. Par exemple, il y a une approche, ça s'appelle la Lego thérapie. Alors, on prend 3 enfants
Il y en a un qui est en charge de manipuler les blocs Lego, l'autre est en charge d'avoir le plan, puis l'autre est en charge de faire l'action. Fait qu'il y en a un qui dit, par exemple, ben, j'ai besoin de 3 petits blocs verts. Celui qui est en charge des blocs les donne. L'autre, il va faire la construction. Puis après ça, on change les rôles. Fait que ça, on peut l'utiliser comme pour faire une construction, faire un bricolage, faire une recette. Fait que ça, c'est souvent aidant. Puis on peut utiliser des soutiens visuels aussi. Donc, par exemple, la recette, ben, l'enfant fait ça pour avoir sa liste d'ingrédients avec des pictogrammes au besoin. Puis lui, il dit, on a besoin des œufs. Puis là, c'est plus facile pour ces enfants-là. C'est plus facile pour les autres aussi de les intégrer. Fait que ça serait le genre de recommandation que je pourrais donner pour ça. Je ne sais pas si ça répond à la question. Puis pour impliquer les autres élèves, ben, il y a des activités de sensibilisation aussi qui peuvent être faites. Comme il y a un programme qui s'appelle le 6e sens, le Sixth Sense, qui a été développé par Carol Gray et qui sensibilise les autres élèves dans la classe. Alors, un peu l'idée, c'est de dire, ben, il y a des gens qui ont de la difficulté à voir, alors ils portent des lunettes. Il y en a qui ont de la difficulté à marcher, peuvent avoir des béquilles ou un fauteuil roulant. Le 6e sens, c'est le sens social. Fait qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à comprendre les relations sociales, ben eux, ils ont besoin d'aide. Fait que des fois, c'est, ben, ils ont plus de difficulté à se faire des amis. Fait que ça, on nomme pas nécessairement l'élève qui a un TSA, mais ça leur donne des, qu'est-ce que je peux faire pour ces élèves-là qui ont de la difficulté à se faire des amis? Ben, je peux aller lui demander de jouer. Je peux partager mes choses avec lui. Fait que ça peut être des belles activités aussi pour sensibiliser les autres. Ensuite, oui. Oui, on a une main levée, Julie. Donc, la personne qui est sous le nom Consortium, vous pouvez ouvrir le microphone. Oui. Oui, bonjour Julie, moi c'est Jacqueline. J'aimerais poser la question, comment est-ce qu'on peut gérer l'agressivité d'un élève autiste, l'agressivité à répétition? Des fois, ça peut même commencer en arrivant à l'école. Ça peut se faire à longueur de la journée. Et là, on est comme à bout de soupe, à bout de stratégie. Je vois là, tantôt, vous avez parlé de regarder comme la courbe, regarder avant, pendant et après, qu'est-ce qui s'est passé avant. Et quand l'enfant commence déjà ça, dès qu'elle arrive le matin, alors comment gérer ça? Comment faire face à cette situation? Oui, c'est difficile, je comprends. Puis effectivement, tu sais, on parle comme on disait, de la difficulté à se réguler puis à revenir dans sa zone de confort. C'est sûr que de bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a déclenché, c'est l'idéal. Des fois, comme vous le nommez, on ne réussit pas toujours parce que l'élève arrive puis il a dû se passer quelque chose à la maison le matin, mais on n'est pas toujours au courant. Donc, d'essayer d'identifier qu'est-ce qui l'aide à revenir dans la zone de confort. Et des fois, de prendre le temps de vraiment bien réguler, de revenir à la zone de confort avant de commencer la journée. Je sais que des fois, c'est difficile, c'est pas toujours possible. Si on peut avoir un endroit où on va se retirer avec l'enfant pour vraiment l'apaiser au plan sensoriel, puis lui permettre de vraiment, tu sais, quand on prend le schéma de la zone de confort, de l'intégrer, par exemple, dans la classe quand elle est devenue plus dans sa zone de confort. Des fois, on peut même pas l'intégrer dans la classe puisque là, c'est dangereux pour les autres élèves. L'élève dans son local, c'est même dangereux quand elle est agressive puisque l'élève se frappe la tête contre le mur, contre la porte. À ce moment-là, c'est dangereux. Comment faire face à cette situation? Essayez de voir, des fois, c'est fou, mais c'est de se frapper la tête, par exemple. Si elle le fait, c'est que
quelque part, il y a quelque chose qui l'aide à se réguler là-dedans. Fait qu'on va vraiment essayer d'observer ce comportement, de dire, est-ce que c'est le mouvement de sa tête? Est-ce que c'est le fait de se frapper? Puis d'essayer de fournir ce même stimuli, mais d'une façon plus socialement acceptable. Par exemple, des fois, les enfants qui se frappent la tête, le fait de leur faire des pressions, on leur prend le crâne comme ça, on va frapper, pas frapper, on ne frappe pas les enfants, c'est vrai. On va vraiment appuyer pour leur donner vraiment cette sensation. Fait qu'on essaie de voir l'enfant qui va frapper, par exemple. Est-ce que c'est ce mouvement-là qu'il recherche? Puis, ce qu'on essaie de voir, vraiment analyser le comportement, est-ce que quand, justement, elle se frappe la tête, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, par exemple, on parlait de proprioception, de se faire serrer fort. Malheureusement, on voit que des enfants TSA qui ont développé la stratégie, je fais une crise, je suis agressif, je lance des objets, on me fait un arrêt d'agir, on me prend, on me serre. Alors, vous voyez, on fait ça pour arrêter le comportement, comme justement quelqu'un qui se frappe la tête. Souvent, on va retirer, puis on va l'empêcher de faire ça. Mais des fois, c'est ça qu'ils recherchent. Ils se frappent la tête pour qu'on les arrête parce qu'il y a ma proprioception. Fait que si on tout de suite à notre analyse, on a l'impression que c'est ça, on va essayer d'être préventif et de donner cette proprioception-là avant qu'ils se frappent la tête. On va essayer qu'ils demandent de dire, puis je ne sais pas si c'est une enfant qui est verbale ou non. Non verbale. C'est difficile aussi quand on essaie de s'approcher. Elle est agressive aussi envers les adultes. Non seulement elle se donne des coups, mais des coups aussi aux adultes. Elle l'agresse. Donc, probablement que c'est une enfant qui se sent complètement désorganisée, puis qui recherche en quelque part le fait de frapper ou de se frapper, c'est souvent le fait de se sentir. C'est probablement quelqu'un qui est hyporéactif au plan sensoriel. Donc, elle recherche, tu sais, quand on disait recherche de stimulation forte, donc, ce qu'on essaie de faire, puis je ne dis pas que c'est magique, mais c'est vraiment d'observer et d'essayer de lui donner ce type de stimuli beaucoup, beaucoup pour essayer de voir est-ce que ça diminue ces comportements-là. Parce que c'est ça qu'elle recherche. Fait que notre analyse, c'est comme, OK, quand elle est désorganisée, quand elle comprend pas, elle est frustrée, c'est le type de stimuli qu'elle recherche. Donc, si on lui en procure beaucoup, est-ce que ça va l'aider à rester plus organisée? Mais c'est un travail à long terme, là. Surtout dans le cas où on a un enfant qui est non-verbal, probablement c'est plus difficile. Mais on va vraiment veiller à dire, si à chaque matin, par exemple, pas attendre qu'elle se désorganise, qu'elle se frappe, mais chaque matin, on prend un temps avec elle où on lui donne justement, on fait des jeux avec elle, où on pousse fort sur nos mains, on pousse fort sur nos pieds. Est-ce que le fait de lui avoir donné ces stimuli diminue son besoin par la suite de se frapper ou de frapper les autres? C'est une bonne suggestion. OK, merci. Bonne chance. Merci. Il reste 7 minutes, donc dans la fenêtre conversation, il y a quand même plusieurs questions. Donc, j'essaie de voir, consulter les parents pour savoir comment. Oui. Effectivement, ça, c'est une bonne stratégie de voir, tu sais, quand on dit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, de vraiment faire le tour des intervenants, des parents, puis souvent, les parents ont plein d'informations sur qu'est-ce qu'ils font à la maison qui fait que ça aide l'enfant. Puis, encore une fois, on va essayer vraiment de comprendre, comme par exemple, le parent qui me dit, à la maison, quand il fait des crises, je le mets dans sa chambre, il se couche dans son lit, il se met ses couvertures sur la tête, puis il flatte son toutou de peluche.
On dit, OK, on ne peut pas faire ça à l'école, en classe, mais qu'est-ce qu'on peut extraire de cette situation? Il se coupe visuellement. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit coin dans la classe, une petite tente, une couverture, un paravent? Il flatte quelque chose de doux. Est-ce qu'il pourrait avoir quelque chose de ce type-là? Fait que voyons, on essaie de voir c'est quoi les stimuli qui l'aident à se calmer à la maison, puis de reproduire ça à l'école. Puis de reproduire ça dans tous les environnements. Fait qu'après ça, de dire, ben, dans la cour de récréation, qu'est-ce qui pourrait être apaisant pour lui? Là, il n'y a peut-être pas la couverture puis la tente, mais il y a un petit coin de la cour d'école qui est plus en retrait. Il y a peut-être il y a moyen de mettre comme justement un petit paravent, c'est son endroit où il va aller se réfugier. Fait qu'on essaie de comprendre les situations comme ça. Ensuite, j'essaie de voir. Donc, il y a une question en lien avec le DSM-5 puis les enfants hypersensibles aux stimuli. Alors, il faut savoir que dans le DSM-5, l'hypersensibilité sensorielle fait maintenant partie des critères diagnostiques du TSA. Ce n'était pas le cas avant. C'est pour ça que des fois, il y a de la confusion. Alors, avant, dans le DSM-4, les stimuli sensoriels, ça ne faisait pas partie, mais maintenant, ça fait partie de la partie comportement. Donc, oui, souvent, là, ça va être un des critères qu'on va observer pour poser le diagnostic du trouble du spectre de l'autisme. Mais, c'est important, par contre, de mentionner, ça, c'est dans la partie comportement, mais pour vraiment poser le diagnostic de TSA, il faut vraiment qu'il y ait des incapacités au plan de la communication, des interactions sociales. Donc, l'enfant qui n'aurait rien au plan de la communication, qui aurait juste des difficultés sensorielles, ça ne serait pas un TSA. J'espère que ça l'a clarifié. Donc, il y a plein de gens qui mettent plein de super suggestions, c'est des super bonnes idées. Les massages de main, effectivement, c'est ça, ça donne vraiment beaucoup de proprioception. Puis on sait, hein, les choses les plus sensibles sur le corps humain, c'est quoi? C'est les mains, la bouche. Alors, souvent, les enfants vont avoir beaucoup de stratégies pour se réguler avec soit ils font du flapping, ils font des choses avec leurs doigts. Alors, de masser les mains, de leur donner quelque chose à manipuler, mettre les mains dans un bac de riz, le genre, ça c'est souvent super aidant. Et on a la bouche. Alors, souvent, ces enfants, hein, ils mâchouillent leur chandail, alors, on essaie de voir, est-ce que, par exemple, le fait d'avoir de la gomme à mâcher, ça pourrait aider. Ça donne beaucoup de proprioception. Croquer dans des carottes, ça aussi, ça donne beaucoup de proprioception. Ce genre d'éléments-là, plutôt qu'ils mordent ou plutôt que, justement, ils mâchent leur chandail. Puis, maintenant, il y a plein de sites qui vendent des outils sensoriels. Il y a des genres de chewy, soit des colliers ou encore une fois, c'est des genres de colliers en caoutchouc qui peuvent mâchouiller, mais il y a toujours le dilemme de l'acceptabilité sociale. C'est sûr que si vous me dites que c'est un élève de 6e année qui est intégré dans une classe régulière, de se promener avec son collier de caoutchouc qui mâchouille, peut-être qu'on est mieux avec une gomme à mâcher parce que c'est plus acceptable socialement là, que d'avoir son collier de caoutchouc. Mais un élève comme la jeune dont on a parlé tantôt, qui est non-verbale, des fois, ça peut être des trucs acceptables. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question?
Véronique qui dit qu'il y a quelque chose à ajouter. Oui, Véronique. OK. J'ai quelque chose à ajouter. Je travaille avec un enfant non-verbal aussi, qui a le même cas que l'enfant avec laquelle Jacqueline travaille. Ce que je fais, le matin à son arrivée, je demande d'abord aux parents comment est-ce qu'il a passé sa nuit et la soirée. Ils vont, à partir de là, je saurai déjà s'il va bien ou il ne va pas bien. Parfois, comme il peut arriver étant content, mais après, il déclenche avec une crise, ce que je fais, c'est que je le tiens d'abord, je lui demande de me regarder et de me montrer qu'est-ce qui ne va pas. Je lui dis, moi, j'aimerais qu'il me parle parce que s'il se sent triste, moi aussi, je suis triste. Moi, j'aimerais juste qu'il me parle, qu'il me montre pour que je puisse l'aider. Il va crier, mais après, par moment, il va essayer de se calmer, même s'il me pince ou il me frappe. Et là, il va me fixer droit dans les yeux. Je dis, OK, est-ce que ça va? Est-ce que tu peux me montrer sur la table, c'est quoi que tu veux? Et là, il va regarder les pictogrammes, il va me montrer, je veux ceci. Je dis, OK, si c'est ça que tu veux, je vais te donner. Et là, il va se calmer. Donc, il y a la communication aussi. Oui. Et aussi, parfois, il va montrer le dos, peut-être les massages au niveau des reins. Donc, il y a aussi ça qui joue beaucoup. Non, j'ai mis le tien micro. C'est bien de donner des choix avec des pictogrammes, juste Merci. comme est-ce que tu veux un massage, tu le veux où? Sur la tête, comme vous dites, sur les reins. Puis je mettrais juste peut-être une petite nuance, peut-être le fait d'insister des fois pour qu'ils nous regardent. Chez certains, on sait que ça peut être très difficile pour eux. Fait que si ça marche avec votre élève, ça va, mais je dirais faire attention de ne pas insister là-dessus d'emblée avec tous, parce que chez certains, surtout quand ils sont en perte de régulation, le fait d'insister pour qu'ils nous regardent, ça peut causer encore plus d'anxiété. Alors souvent, même les adultes, ils vont nous mentionner, mais moi, regarder un visage, ça bouge tout le temps, j'arrive pas à comprendre, est-ce que la personne est fâchée, contente? Fait que pour certains, il faut vraiment être attentif et à l'affût. Alors, pour certains, ça fonctionne. Pour d'autres, des fois, on peut voir que l'anxiété augmente encore plus quand on insiste. Fait que je dirais, soyez attentifs, pas trop insister si vous sentez là, que ça augmente l'insécurité, l'anxiété. Okay, merci. Puis, effectivement, il y a quelqu'un qui dit chaque enfant est différent. Effectivement, donc, ce qui fonctionne pour un va pas. Tu sais, je pense que comme intervenant, c'est important de développer sa banque d'outils. Puis après ça, ben, ça nous permet de dire, OK, ben, je vais essayer celui-là, mais il faut vraiment toujours observer la réaction de l'enfant, se poser la question, est-ce que ça aide ou non? Si vous faites si vous avez cette attitude d'ouverture, d'observation, puis que vous développez de plus en plus de stratégies, bien, c'est ce qui nous permet d'être de plus en plus efficace. Et il n'y a pas de recette qui fonctionne malheureusement avec l'ensemble de ces enfants. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir.